Très bien, mesdames et messieurs, bon mercredi à tous. Je vais commencer aujourd'hui en vous disant que Kanye avait raison. Kanye avait raison. Vous vous souvenez, en 2022, quand il était un peu fatigué, n'est-ce pas? Le pauvre avait juste besoin d'une sieste. Il avait juste besoin d'une sieste. Et il nous a dit que quand il se réveillerait, il était un peu fatigué ce soir-là, mais quand il se réveillerait, il avait des plans parce qu'il allait déclarer la guerre aux Juifs. Le plus drôle, c'est que je ne peux pas, en fait, être antisémite parce que les Noirs sont en réalité aussi des Juifs. Vous avez joué avec moi et essayé de mettre sur liste noire tous ceux qui s'opposent à votre agenda. C'était trop tôt, mais alors là, il avait vraiment raison sur le fait de mettre sur liste noire les gens qui s'opposent à un agenda précis. Parce que cela fait maintenant 2 ans, 2 années entières de ma vie que je me bats, effectivement. Juste pour, vous savez, continuer à vivre face au Daily Wire après avoir quitté un emploi. Je veux dire, 99% de ce que j'ai réellement traversé, le public n'en sait absolument rien. Et cela doit changer. Et ça va changer. Ça va changer aujourd'hui parce que j'ai reçu encore plus d'informations sur leur dernier complot contre moi. Commencer la nouvelle année avec les mêmes vieilles vibes. Et franchement, je trouve cela désormais inquiétant. Je veux que vous me preniez au sérieux quand je dis qu'il y a quelque chose là-dedans qui devient dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi je ressens cela. Et je vais le faire en vous racontant la véritable histoire de la création de la société Daily Wire. Dans d'autres actualités et plus tard dans l'émission, je vais vous parler d'une action de Turning Point. Un ancien employé qui vient d'être condamné pour un crime en Arizona. Bien sûr, lui aussi a été embauché par Tyler Boyer, car comme je vous le dis depuis le tout début, Tyler Boyer est la pièce maîtresse. C'est lui qui dirige Turning Point USA. Il a recruté presque toutes les personnes qui entouraient Charlie. Et je pense qu'il doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie. Alors, reprenons tout de suite. Bienvenue à nouveau sur Candice. Très bien, accrochez-vous les garçons et les filles, car nous allons partir pour un voyage. C'était hier, juste hier, que nous avons révélé en exclusivité la nouvelle émission gênante du Daily Wire, littéralement conçue dans le but de se moquer de moi. Et de Tucker Carlson. Il faut toujours que ce soit Tucker Carlson, la caméra qui relie tout ensemble. Nous sommes partenaires. Même les comptes habituels de fans du Daily Wire ont dû admettre que c'était gênant. Tellement gênant que certains espéraient en fait que c'était faux, que c'était juste un appât, que l'émission n'était pas réelle ou n'allait pas vraiment avoir lieu, ou que ce n'était qu'une séquence, et que je sortais tout de son contexte parce que non, la société ne peut pas vraiment être aussi obsédée par un ancien employé 2 ans plus tard. Oui, mais c'est le cas. Et comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, ils le deviennent de plus en plus. Et pour une raison que j'essaie encore de comprendre, enfin honnêtement, nous essayons tous de comprendre, l'assassinat de Charlie Kirk a catalysé une certaine forme de dérangement chez Ben Shapiro. Ben n'était pas un ami de Charlie Kirk. La question est, pourquoi? Pourquoi est-il aussi obsédé par le récit autour de Charlie Kirk, ou plutôt obsédé par le fait d'empêcher les gens de creuser ce récit? Dès qu'il a commencé, comme lorsque Charlie a fait son apparition, dès que Ben a commencé à percevoir Charlie comme une menace, ce qui s'est produit essentiellement après le tweet de Kanye West. Oui, j'adore la façon de penser de Candace Owens. Tweet. Ben s'est mis à l'œuvre en coulisses, essayant de compliquer et d'arrêter l'ascension de Charlie et la mienne. Ce sont là les faits, et ils sont indiscutables, d'accord? Ce qui s'est passé ensuite, c'est que Charlie et moi nous l'avons prouvé, pour être inévitable, même séparés et chacun de notre côté. Nous avons continué à gravir les échelons et nous l'avons fait sans marcher sur la tête de qui que ce soit. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de cadavre caché de ma part, de gens que j'aurais intentionnellement blessés pour arriver là où j'en suis. Eh bien, hier, quand nous avons quitté l'antenne, nous avons reçu encore plus de témoignages et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le courage inspire le courage. Quand les gens voient d'autres personnes se lever et dire « Hey, en fait, c'est mal et c'est bizarre », d'autres se disent « Oui, c'est vrai, c'est bizarre ». Et nous devrions tous dire quelque chose. Et je voudrais à nouveau souligner que les jeunes qui sont manipulés par Ben Shapiro pour faire son sale boulot, je ne pense pas qu'ils méritent notre colère. Je comprends. Tu es jeune. Vous avez un rêve. Vous avez quelqu'un qui dit « Je peux réaliser tous vos rêves ». Et tu es partant. Certaines personnes seront partantes pour ça. Certaines personnes vont dire « Oui, je veux être célèbre » ou « Oui, j'ai vraiment besoin de cet argent. Je suis dans une situation délicate
quelle qu'elle soit. Et sa stratégie consiste à trouver des chrétiens et à les mettre sous pression, généralement par des moyens financiers, pour qu'ils s'en prennent à d'autres chrétiens lorsqu'il se met en colère, en particulier. C'est un autre fait que je peux maintenant vous prouver de manière approfondie. Je vais vous lire l'un des 2 emails que nous avons réellement reçus, ainsi que des conversations que nous avons eues. Cette fois, et cet email provient d'une autre personne qui était envisagée pour le rôle de traquer Candace Owens et Tucker Carlson, car c'était bien le rôle. Bien sûr, tout en faisant semblant que c'est une émission. Vous devez faire comme si c'était quelque chose de réel, mais en réalité, on vous embauche pour vous en prendre à Candace Owens. Et encore une fois, nous allons le prouver. Maintenant, pour vous donner un peu de contexte ici, vous vous souviendrez qu'à la fin de l'année dernière, Ben est monté sur la scène de Megyn Kelly alors qu'elle était en tournée et il a exigé qu'elle lui prête allégeance contre moi et Tucker. Personne ne sait pourquoi. Elle ne s'est pas soumise à lui et je veux être clair sur le fait qu'elle est attaquée par ses sbires depuis ce moment-là. Ben orchestre tout cela en coulisses, toutes les attaques contre Megyn Kelly. De son point de vue, soit vous prenez son parti quand il n'aime pas quelqu'un, soit vous serez attaqué. Par la suite, Ben a littéralement payé pour obtenir une place de choix en tant qu'orateur à Amfest, montant sur scène juste après l'ouverture d'Erika Kirk, où il m'a de nouveau attaqué. Il a attaqué Mark Carlson, et cette fois, il s'en est aussi pris à Megyn Kelly, parce qu'elle a refusé de lui jurer fidélité, à lui et à ses causes. Autrement dit, attaque ce que je veux que tu attaques, sois mon chien d'attaque. Et cet email va vous éclairer, les gars, sur ce qui s'est passé immédiatement après cette intervention. D'accord, je vais lire cet email. Donnez-moi une seconde pour le retrouver. Nous allons passer ou masquer la première partie de cet email pour que vous puissiez le voir, parce que nous voulons protéger certains noms qui y figurent. Il est écrit « Cher Candice, je crois que c'était 2 jours après le discours de Ben Shapiro à Amfest, un producteur de The Daily Wire, qui n'a toujours été que gentil avec moi, m'a contacté. Je ne peux sincèrement pas décrire cela autrement qu'en mode panique. Il a dit qu'il venait tout juste d'imaginer le concept de l'émission la veille et qu'ils appelaient déjà des gens pour auditionner. Il a dit qu'il voulait que j'auditionne pour une émission en solo. Immédiatement, j'étais ravie. Cela me semblait merveilleux de pouvoir faire quelque chose que j'aime, parler de ce en quoi je crois et essayer de faire une différence. Bien sûr, les opportunités financières et professionnelles rendaient tout cela plus attrayant. On m'a présenté ça comme une émission humoristique pour se moquer de la droite comme de la gauche. J'ai dit que j'adorais cette idée car j'essaie de critiquer les 2 camps. Cependant, toi et Tucker Carlson mentionnés, le producteur a dit, je cite, « Donc, quand Candace ou Tucker dit quelque chose de fou, on voudrait que tu t'en moques. Je lui ai fait savoir que j'aime bien toi et Tucker et que je vous regarde tous les 2 car j'apprécie la plupart des commentateurs politiques conservateurs. J'ai dit qu'en tant que chrétien, je voulais être honnête sur ce que je crois et être bienveillant envers les gens, mais que cela ne me dérangeait pas de tourner en dérision des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord, des 2 côtés. Je ne voulais pas me retrouver dans une situation où l'on me disait quoi dire. Le producteur m'a demandé d'envoyer une vidéo d'audition. Il a envoyé le script ainsi qu'une vidéo générée par IA avec. Quant à ce qu'il voulait que je lise, j'étais perplexe. Toute l'audition pour l'émission se moquait de toi. Je dois dire cependant que je n'étais pas convaincue par la théorie des abeilles. Au fond de moi, je sentais vraiment mal de me moquer de toi. Je te regarde tous les jours, tu sembles vraiment te soucier énormément de la vérité et de la lutte pour ce qui est bon et juste dans ce monde. J'ai envoyé un SMS vide. J'ai demandé conseil. Elle m'a donné d'excellents conseils. Elle m'a dit de la contacter. Vide. J'ai dit à Blanc que je n'étais pas à l'aise avec l'idée d'envoyer une vidéo car cela ne me semblait pas authentique. J'ai même essayé de le réécrire d'une manière qui me ressemble, mais je n'y suis pas parvenue. On aurait dit des brutes de lycée. Blanc m'a donné d'excellents conseils et m'a même dit de ne pas envoyer la vidéo d'audition. J'ai fait savoir au producteur que le rôle ne me convenait pas. Vous trouverez ci-joint la vidéo IA qu'ils m'ont envoyée ainsi que le message que j'ai adressé au producteur. Et également une preuve de l'appel. Le producteur n'a été que bienveillant avec moi, donc je préfère masquer son nom. J'espère que les photos du studio de rencontre, du tournage de l'émission et les relevés d'appel suffiront. On m'a dit de ne pas partager la vidéo IA. Le lendemain de l'annonce dans votre émission selon laquelle vous étiez au courant de l'émission qu'il prévoyait de lancer, j'ai informé le producteur que je n'avais pas divulgué cette information sur l'émission à votre intention. Je pense que j'espérais peut-être avoir plus d'opportunités. J'ai prié à ce sujet et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leurs opportunités. J'en ai tout simplement fini. C'était un acte vraiment sournois de la part d'un ancien employeur. Je suis aussi, et ensuite cette personne procède à copier-coller le texte qu'elle voulait faire lire.
Donc, je vais simplement vous montrer la vidéo IA qu'ils ont envoyée à des gens, à de jeunes femmes, pour voir si elles accepteraient d'auditionner pour ce rôle. Marc, on peut en fait passer en plein écran parce qu'il y a beaucoup de moi, donc je ne pense pas qu'on ait besoin de me voir en double en train de me regarder. Mais voici un échantillon vidéo IA de l'émission que Ben voulait faire circuler après Amfast. Écoutez bien. Un danger imminent approche, d'étranges apiculteurs clandestins comme un symbole souterrain communiste polonais. Les preuves sont accablantes. Les liens sont indéniables. Et non, non. Retour au non, non. Je suis votre hôte, Gussie Gosworthy. Nous avons des fuites vraiment croustillantes aujourd'hui, alors plongeons-nous dedans. Je ne sais pas, non, mais je sais vraiment, tu sais bien. Parlons simplement des abeilles. Et Je me suis juste dit, OK, c'est bizarre. J'ai continué à chercher en ligne et, étrangement, je ne plaisante pas et je vais vous montrer ces messages. Je suis tombée sur ce qui m'a semblé être un tas de gens qui parlaient des abeilles. les gens parlaient des abeilles, mais pas de façon normale. Ils parlaient des abeilles, mais en fait, ils ne parlaient pas vraiment des abeilles. C'était très codé. J'ai fait quelques recherches sur les abeilles. En plus, j'en ai vu des centaines dans ma vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Littéralement, des abeilles. Et voici la partie qui me reste en tête. Les abeilles meurent quand elles piquent. Kyler Robinson est en vie. Alors comment pourrait-il être l'abeille qui a piqué? Voilà des questions que des gens comme Ben Shapiro ne veulent pas qu'on pose. Voilà, c'est dit. Ce n'était pas censé être une séquence. Toute l'émission était censée être conçue comme une attaque contre moi. Et il voulait être casté. Une jeune personne prête à s'abaisser à faire ça. Et cette personne en particulier qui mérite vraiment tout le crédit du monde pour avoir fait ce qu'il fallait ici. Et je lui ai parlé et je lui ai dit, écoute, on va masquer ton nom. Et elle a dit, tu sais, j'ai prié à ce sujet. Et s'il veut révéler mon nom, m'est égal. Et je lui ai dit, tu devrais révéler ton nom car tu es l'héroïne de cette histoire. Et elle n'a pas eu le poste parce qu'elle est retournée les voir. Et elle a écrit en disant, je ne me sens pas à l'aise de faire ça. Je vais vous montrer tout de suite le message qu'elle a envoyé. Salut, non, je veux être totalement honnête. Je me suis assise pour filmer le script que tu m'as envoyé, mais ça ne correspond pas vraiment à ce en quoi je crois, surtout en ce qui concerne le fait de se moquer de Candace. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour ce projet, ce qui me déçoit parce que j'ai envie de travailler avec toi. Vous tous, vraiment, merci beaucoup pour cette opportunité et d'avoir pensé à moi. Et vous pensez que la personne va dire « Oh non, ce n'était qu'un épisode ». Non, c'est ça. Compris. D'autres opportunités à venir. Joyeux Noël. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Si on vous offre un spectacle, on peut faire de vous une star. Nous pouvons faire de vous une star, mais vous devez être prêt à attaquer Candace Owens. C'est le profil que nous recherchons. Maggie n'a donc pas obtenu le rôle. D'accord. Maggie n'a pas obtenu le rôle. Et je pense, Maggie, comme je te l'ai dit au téléphone, que tu étais à l'aise avec ça. Vous avez dit que vous aviez prié à ce sujet. Elle s'appelle Maggie Wegener. J'espère qu'elle aura 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux d'ici la fin de cet épisode pour être une personne bienveillante. Cela devrait suffire. Vous ne devriez jamais laisser quelqu'un qui vous auditionne faire le sale boulot à votre place, parce que c'est exactement ce qui se passe ici. Et il y a quelque chose là-dedans qui relève vraiment de la lâcheté. Faire sortir les gens comme s'ils étaient des pions. Et faire semblant de faire ça parce que vous voulez participer à une émission alors qu'en réalité, vous détestez juste Tucker, Carlson et Candace. Mais c'est plus profond que ça, n'est-ce pas? L'émission est ringarde. C'est fou. Cela fait maintenant 2 ans que nous faisons ça, mais je vais vous expliquer pourquoi tout à coup cela commence à me sembler dangereux. Quand on en arrive au point où l'on invente des concepts d'émission et où l'on choisit des gens pour attaquer. Des jeunes qui ont toute la vie devant eux, qui sont talentueux et qui pourraient apporter autre chose. Et je me plaignais de tout ça à ma cousine, Mia, tu sais, Mia, que je viens d'emmener avec moi. Sans raison particulière, juste pour l'ambiance. Parce qu'elle comprend toujours les choses correctement et elle ne dit pas grand-chose, mais en général, elle vise juste à propos de certaines personnes. Je me plaignais à elle ce matin de à quel point tout cela est mauvais, comme si j'avais l'impression d'avoir quitté une secte dont je ne savais même pas que je faisais partie, et puis elle l'a formulé de façon parfaite. J'ai dit, on dirait que j'ai quitté un gang, et elle a dit, ouais, il faut se faire tabasser pour quitter un gang. Ouais, en fait, tu veux quitter les Bloods? Tu veux quitter les Crips? Laisse-moi t'expliquer comment ça va se passer. On va te tabasser, littéralement te passer à tabac jusqu'à ce que tu sois à 2 doigts d'y rester. C'est exactement ce que je ressens.
Et je lui ai répondu, j'ai dit « Ouais, mais ça fait 2 ans qu'il me tabasse, 2 ans maintenant. » Et ça devient de plus en plus insensé et incontrôlable. Donc, pour aller plus loin sur ce point, je veux vous dire encore quelque chose parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, d'insinuations, mais aussi beaucoup de faits concernant les raisons pour lesquelles j'ai été renvoyé du Daily Wire. La position manifestement immorale et irréaliste que j'ai exprimée publiquement, à savoir que le génocide est toujours mal, a été révélée par Jeremy Boring lors de cette assemblée publique comme l'une des raisons pour lesquelles j'ai été licencié. J'ai aussi dit la position manifestement immorale que j'avais, à savoir, je cite, que la pornographie nuit aux hommes. C'était une autre raison évoquée par le PDG de l'époque, Jeremy, lors de la réunion générale de l'entreprise. La réunion Town Slave Hanging qui a été organisée, parce que, pour une raison totalement délirante, cela semblait être une manière appropriée de me punir devant mes collègues. Mais une autre raison pour laquelle j'ai été licencié, c'est parce que j'ai laissé entendre, dans un épisode que j'avais fait alors que j'étais au Daily Wire, en parlant de Michael Jackson, qu'il est plausible qu'Hollywood soit dirigé par un... Je suis désolée. Pourquoi est-ce un motif de licenciement? Pourquoi est-ce un motif de licenciement? En réalité, pour tout dire, Hollywood a été fondé par des gangs. Oui, il y avait des mafieux juifs, des contrebandiers. Alors pourquoi serait-il totalement inconcevable que ce soit encore géré par un gang? Et pourquoi quelqu'un serait-il licencié pour avoir dit cela? En fait, le fait d'avoir été licencié pour avoir simplement supposé que c'était possible ne fait que me conforter dans l'idée que c'est très certainement dirigé par une bande organisée. Et ça? C'est peut-être là le message que Michael Jackson, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber et tant d'autres ont essayé de nous faire passer. Même Justin Baldoni, en fait, quand j'ai lu la plainte et que j'ai réalisé qu'ils essayaient d'organiser une prise de contrôle hostile des droits de son film. C'est ça, tout le reste n'était que bruit. Ils ont dit « Nous voulons ceci ». Et ils ont envoyé Ryan Reynolds et Blake Lively le chercher. C'est ce que je crois vraiment qu'il s'est passé, en résumé. C'est de ça qu'il s'agissait dans l'affaire Justin Baldoni. Et si c'est un gang du divertissement, si l'on veut, auquel Charlie Kirk et moi nous sommes inscrits sans le savoir, cela m'a permis d'exprimer que je me faisais tabasser depuis 2 ans. Et Charlie Kirk, eh bien, devinez quoi? Il n'a pas eu cette chance. Il est mort maintenant. Il est mort maintenant. Quand il a voulu partir, il a été tué. Et le comportement de Ben Shapiro depuis l'assassinat de Charlie Kirk me laisse penser qu'il en sait peut-être plus que le public sur la mort de Charlie Kirk. C'est ce que je ressens profondément. Je le ressens dans mon âme. Il agit comme si l'entreprise de Charlie lui avait été promise il y a 3000 ans. D'accord? Comme s'il pensait qu'il allait d'une manière ou d'une autre profiter de sa mort. Et d'une certaine façon, je me mets en travers de ça. Et, d'ailleurs, si c'est le cas, s'il a effectivement profité de la mort de Charlie, ce ne serait pas la première fois, en fait, ce ne serait vraiment pas la première fois que Ben Shapiro cherche à pervertir l'héritage d'un homme mort à son propre avantage. De quoi est-ce que je parle? Oui, je parle de ce que Ben Shapiro a fait avant de lancer le Daily Wire. Je sais que je vous ai déjà passé cet extrait, mais je veux le repasser. Et ensuite, vous raconter l'histoire que je connais à ce sujet, parce que je pense que ça va faire son effet. Ça va probablement vous écœurer. C'est un extrait de Steve Bannon, tout d'abord, qui s'adresse au public à Amfest en réponse à Ben Shapiro qui crie après tout le monde. Steve Bannon se lève, il répond, et il dit la vérité sur Ben Shapiro parce qu'il connaît Ben Shapiro de Breitbart. Et peu importe ce que vous pensez de Steve Bannon, il a toujours été très correct avec moi, et je peux vous confirmer que ce qu'il s'apprête à dire sur scène est la pure vérité. Écoutez bien. Mais Ben Shapiro, c'est comme un cancer, et ce cancer se propage. C'est un cancer et il métastase. Il a essayé de prendre le contrôle de Breitbart et je l'en ai chassé. Il a essayé de prendre le contrôle de David Horowitz, qui était son mentor. Ne me demandez pas. Demandez au gars associé à David Horowitz ce qu'il a fait là-bas. Il a essayé de prendre le contrôle de ça aussi. Et croyez-moi, il tentera quelque chose avec Turning Point parce qu'il a toujours été envieux de Charlie Kirk. C'est un fait. Il a toujours été envieux de Charlie Kirk. C'est un fait. L'histoire de ce qu'il a fait chez Breitbart est bien plus sombre que ce que quiconque pourrait imaginer. Eh bien, vous allez tous l'apprendre maintenant. Et oui, il a essayé de prendre le contrôle de beaucoup d'entreprises de façon hostile, y compris la mienne, avant même qu'elle ne démarre.
Le procès, elle va nous ruiner avant même qu'on ait pu commencer, après que tu m'aies viré. Juste essayer de nous étouffer pour qu'on n'ait même pas d'issue. De quoi Ben parle-t-il au juste? Eh bien, publiquement, Ben s'est présenté comme ayant été mentoré par Andrew Breitbart. Ben aimait Andrew Breitbart, apparemment, non? Non. Ben est un parasite. C'est un ver. Je le pense vraiment. Il voit la santé et il croit qu'elle lui appartient. Son métier, ce n'est pas le commentaire. Ce n'est pas la politique. C'est du vol. Et dans le cas d'Andrew Breitbart, il s'est comporté comme un asticot sur un cadavre, exactement comme il le fait en ce moment avec Charlie Kirk. C'était le 1er mars 2012 qu'Andrew Breitbart est tombé raide mort d'une apparente crise cardiaque. Je dis bien apparente. Parce qu'en réalité, c'est une autre mort politique mystérieuse, ce qui d'ailleurs, à votre convenance, mérite que vous vous y intéressiez. Parce que Andrew Breitbart était une véritable force de la nature. Il était au sommet de sa carrière, à seulement 43 ans. Et soudain, il a commencé à déranger certaines personnes, disant qu'il détenait des informations. Et la chose suivante que l'on apprend, c'est qu'il est mort. Encore une fois, soi-disant d'une crise cardiaque. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. En réalité, beaucoup de choses étranges se sont passées autour de sa mort. Tout d'abord, le bureau du coroner de Los Angeles, totalement corrompu, a procédé à une autopsie parce que les gens se demandaient s'il avait été tué. Et vous déterminez s'il y a eu ou non acte criminel ici. Mais les choses ont pris une tournure étrange lorsqu'un technicien médico-légal impliqué dans l'autopsie a lui aussi été retrouvé mort, empoisonné à l'arsenic de qualité militaire. Je ne plaisante pas. Il s'appelait Michael Cormier. Il avait 61 ans. Et pour une raison quelconque, après avoir participé à cette autopsie, il a décidé d'ingérer de l'arsenic de qualité militaire. Et sa femme dit non, ce n'est pas ça. Il ne se serait pas simplement empoisonné lui-même avec de l'arsenic de qualité militaire. Mais qui sait, les gars? Des choses étranges ont tendance à arriver, surtout à Los Angeles. Que vous parliez de Michael Jackson ou pour ceux d'entre vous qui ont lu Chaos, nous savons tous de quoi il s'agit. Il contrôle tout là-bas. Mais assez parlé de ça parce qu'on ne va pas s'engouffrer dans ce terrier de lapins. Il n'y a jamais aucune preuve d'acte criminel, selon les médias. Jamais. C'est toujours un tireur isolé, un empoisonnement à l'arsenic, une crise cardiaque bien synchronisée ou autre chose. Si vous n'avez pas encore compris à propos des médias, je pense qu'ils faisaient partie du gang. C'est l'impression que ça donne. Revenons à Andrew Breitbart. C'est aussi une autre coïncidence. Mais juste 2 semaines avant sa mort, Andrew avait engagé Ben Shapiro, alors âgé de 28 ans, comme rédacteur en chef de Breitbart. Maintenant, si l'on en croit Ben, Andrew le connaissait depuis qu'il avait seulement 17 ans. Andrew avait été le mentor de Ben, mais il ne l'a pas embauché pour travailler chez Breitbart avant qu'il ait 28 ans. Et puis, 2 semaines plus tard, Andrew Breitbart meurt subitement. Et ce qui se passe ensuite est exactement comme Steve Bannon le décrit. Il y a eu une guerre interne sur la direction que prendrait cette entreprise conservatrice en bonne santé. Ben, avait l'impression que cette entreprise lui avait peut-être aussi été promise il y a 3000 ans ou quelque chose comme ça. Parce que ce qui va se passer ensuite est plutôt tordu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une insinuation. L'histoire ne m'a pas été racontée par une tierce personne, ni par 3 autres personnes. Cette histoire m'a été racontée directement à moi et à Charlie Kirk. Nous étions au Nouveau-Mexique lors d'une retraite d'entreprise et nous l'avons entendu directement des dirigeants de Breitbart. Charlie et moi étions en train de nous plaindre de la difficulté que Ben nous causait et un dirigeant nous a raconté la véritable histoire de la façon dont Ben a commencé. The Daily Wire sur le scandale. Vous vous souvenez de Michelle Fields, cette histoire de 2016? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. L'histoire raconte que Donald Trump se présentait à la présidence contre Hillary Clinton et qu'il avait choisi Corey Lewandowski comme directeur de campagne. Et tous les médias étaient contre Donald Trump, sauf Breitbart. Breitbart, eux, ils disaient « Ouais, ce type, c'est notre gars ». Et à cause de ça, parce qu'ils avaient misé sur ce que ressentaient les gens dans ce pays, parce qu'ils avaient misé sur le mouvement populiste, ils explosaient. Ils étaient énormes. Bref, Corey Lewandowski est le directeur de campagne, et soudain, la nouvelle tombe que Corey Lewandowski aurait apparemment agressé une journaliste de Breitbart, Michelle Fields, lors d'un événement. Michelle Fields sort publiquement et affirme que cela s'est produit. Elle montre même des ecchymoses. Avons-nous la photo des ecchymoses qu'elle a subies? Parce que, oh, c'est ça.
Pensez à la façon dont Trump traite les femmes. Et oui, maintenant, nous devons regarder l'organisation pour laquelle elle travaille. La seule organisation conservatrice qui soutient Donald Trump. Allez-vous continuer à le soutenir, Breitbart? Allez-vous vraiment continuer? Il a agressé l'une de vos journalistes. Et ils n'ont pas fait de commentaires immédiats à ce sujet parce que, ce n'était qu'une allégation qu'elle avait faite. Et Ben n'a pas aimé ça. Et maintenant, il y avait ce scandale concernant l'agression. Il n'aimait pas Trump. Et maintenant, il y avait le scandale. Et parce qu'ils n'ont pas fait de déclaration pour soutenir leur employé, c'était un peu comme Tucker Me Too, avant que ça ne devienne un hashtag l'année suivante. Une femme fait une allégation, on exige qu'une entreprise la soutienne. Mais cette entreprise en particulier voulait enquêter davantage sur les accusations, pas sous la surveillance de Ben. Ainsi, le 13 mars 2016, Ben et Michelle Fields ont décidé ensemble de quitter Breitbart dans une déclaration publique grandiose qu'ils allaient tous deux faire. Ben en a fait une magnifique à propos de les valeurs d'Andrew Breitbart, son cher ami, qui était désormais bafoué. Ses valeurs avaient été violées. Nous allons lire la déclaration ici. En tant qu'ami proche et protégé d'Andrew Breitbart, c'est avec une immense tristesse que j'annonce qu'à partir de 21h, heure du Pacifique, j'ai démissionné de Breitbart News en tant que rédacteur en chef général. J'ai rencontré Andrew. Quand j'avais 17 ans et je suis resté son ami jusqu'à sa mort tragique. J'ai rejoint Breitbart News 2 semaines avant la mort d'Andrew parce que je croyais en sa mission. Je suis fier de ce que nous avons accompli au cours des années qui ont suivi sa mort, en luttant contre les médias de gauche et en démystifiant les principaux récits de la gauche. J'ai beaucoup de bons amis chez Breitbart News, y compris le rédacteur en chef, Alex Marlow, et le rédacteur en chef général, John Nolt. Et j'admire le PDG Larry Slav pour son engagement à garantir un avenir financier à la veuve d'Andrew, Susie, et à ses 4 enfants. Andrew a construit sa vie et sa carrière autour d'une seule mission, combattre les tyrans. Mais la mission de vie d'Andrew a été trahie. En effet, Breitbart News, sous la présidence de Steve Bannon, a porté un coup fatal à l'héritage d'Andrew. À mon avis, Steve Bannon est un tyran. Et il a trahi la mission d'Andrew afin de soutenir un autre tyran, Donald Trump. Il a transformé l'entreprise en une pravda personnelle de Trump. C'est ironique, n'est-ce pas? Au point qu'il a abandonné et discrédité son propre journaliste. Breitbart News, Magbart, Michelle Fields de Barton News, afin de protéger Corey Lewandowski, le directeur de campagne brutal de Trump, qui aurait agressé Michelle. J'ai parlé avec Michelle le soir même de l'incident. Elle m'a raconté son histoire. Cette version des faits était étayée par un enregistrement audio, le témoignage oculaire de Ben Terrace du Washington Post, des ecchymoses visibles et une vidéo. Lewandowski et Trump ont tous deux diffamé Michelle de la manière la plus répugnante qui soit. Pendant ce temps, Breitbart News s'est contenté de rester les bras croisés, se limitant à demander mollement des excuses. Ils ont ensuite tenté d'abandonner Michelle en interdisant au personnel de tweeter ou de parler de l'affaire. Enfin, dans l'ultime humiliation, ils ont complètement discrédité Michelle en publiant en une théorie du complot mal étayée, selon laquelle Michelle et Terrace auraient, d'une manière ou d'une autre, mal identifié Lewandowski. C'est écœurant. Andrew n'aurait jamais toléré cela. Aucun média n'accepterait cela. Personne ne devrait le faire. Cela me brise vraiment le cœur. Mais comme j'aime le dire, les faits ne se soucient pas de vos sentiments et les faits sont indéniables. Breitbart News est devenu exactement le contraire de ce qu'Andrew aurait voulu. Steve Bannon et ceux qui le suivent devraient avoir honte d'eux-mêmes. Donc vous comprenez, il est moral. C'est un scandale, mais il est moral. Et dès le lendemain, il fait la promotion du Daily Wire. Et devinez quoi? Ça a marché. Beaucoup de gens ont quitté Breitbart News et ont arrêté de regarder Breitbart News. Suivez Daily Wire. Ce sera du conservatisme de principe. Ils ne vont pas soutenir les intimidateurs et ils vont défendre leurs employés. Vous comprenez? Bien sûr, la vérité est tout autre. Ce qui s'est vraiment passé, encore une fois, raconté en personne par les dirigeants de Breitbart News, ce qui s'est vraiment passé, c'est que Ben n'était pas content du fait qu'il ne faisait pas de lui le roi de Breitbart. Il avait commencé à construire discrètement le Daily Wire à la fin de 2015, mais il n'y avait pas assez d'élan derrière ce projet. Les gens ne soutenaient pas Daily Wire comme ils l'avaient anticipé. Ils avaient besoin d'un scandale. Et ils ont décidé de le faire. Ils ont décidé de créer un scandale parce qu'il n'y avait pas d'énergie derrière le projet. Alors lui et son meilleur ami, Jamie Weinstein, ont décidé de monter un scandale. Et si vous vous demandez qui est Jamie Weinstein, c'est un journaliste politique. C'est aussi un podcasteur.
À cette époque, je crois qu'il travaillait pour le National Review, qui est le centre du néoconservatisme. Mais le fait le plus pertinent qu'on m'ait rapporté, c'est que Jamie Weinstein est le mari de Michelle Fields. Le public a été amené à croire qu'il suscitait toute cette controverse. Parce que cette femme, dont il a ensuite été prouvé que ses ecchymoses ne pouvaient pas provenir de Corey Lewandowski, car les bleus qu'elle montrait n'étaient pas à l'endroit où Corey Lewandowski, lorsque la vidéo a finalement été rendue publique, l'avait touchée. À ce moment-là, le mal était fait à Breitbart. D'ailleurs, ils ne s'en sont jamais remis. Breitbart ne s'est jamais remis de ce scandale. Ce scandale aurait été fabriqué par Ben Shapiro et son ami Jamie Weinstein pour attaquer un mouvement à l'époque très conservateur et le transformer en un centre néoconservateur. C'est très similaire à ce que nous semblons examiner actuellement avec Turning Point USA. Comme si la personne qui dirigeait cette entreprise, celle qui croyait en nos principes et en la liberté d'expression, était maintenant décédée. Et les néoconservateurs organisent une prise de contrôle hostile de son héritage et de sa marque. Et je dis non à cela. Je dis que cela ne peut pas arriver. Je prends peut-être une page du livre de Ben et j'affronte les vrais tyrans qui opèrent dans l'ombre et s'en prennent aux gens. Et littéralement, la personne même qui m'a mis sur liste noire grâce à son carnet d'adresses, en faisant pression sur Charlie Kirk via des donateurs. Parce que c'est comme ça qu'il agit. Quand vous voyez ces messages, ce qu'il a fait après Amfest, faire un show, n'importe quoi, faire en sorte que ça ressemble à un show, mais attaquer Candace, voilà le vrai Ben Shapiro. Et comme je l'ai dit, ce ne sont pas les seules entreprises qu'il a attaquées. Il vous dit la vérité sur ce qui s'est passé avec David Harwood au Freedom Center. Moi, le Babylon Bee. Tout tourne autour de la prise de contrôle d'entreprises saines lorsqu'elles sont à leur apogée, en faisant simplement semblant que leur croissance est organique. Et oui, ils se comportent comme un gang. Et je suis sérieux, je m'adresse à vous sincèrement en disant qu'il y a quelque chose de dangereux dans tout ça. Il devient de plus en plus instable et de plus en plus focalisé sur moi, de plus en plus déterminé à m'arrêter. Et ça ne peut pas arriver. Ça ne doit pas arriver, donc je ne vais pas laisser cela se produire. Je vais vous dire la vérité sur ce qui se passe en coulisses. J'ai essentiellement dit qu'il fallait prendre de vraies mesures contre lui. Personne ne devrait avoir à traverser ça, qu'il s'agisse d'artistes à Hollywood. Maintenant, je comprends pourquoi Kanye, après avoir tout réduit en cendres, m'a dit « Je me sens enfin libre ». Parce que c'est exactement comme quitter un gang dont tu n'avais même pas conscience d'avoir fait le serment, d'accord? Je n'ai jamais voulu faire partie d'un gang dans ma jeunesse. Je n'ai certainement jamais voulu rejoindre un gang à l'âge adulte. Je veux être au micro, partager mes idées avec les gens, parler des sujets qui me tiennent à cœur et parler des personnes qui comptent pour moi. Des personnes comme Charlie Kirk, qui est mon ami, Ben, il n'a jamais été le tien. Tu sais, il n'a jamais été ton ami. Tu sais très bien que tu ne l'as jamais aimé. Arrête. Ce que tu fais est en réalité méprisable. Au moins, tu peux prétendre que tu étais l'ami d'Andrew Breitbart. Et comme on me l'a dit chez Breitbart, tu es vraiment une personne malfaisante parce que Andrew t'aimait et tu as agi pour prendre la nourriture de la bouche de son fils en détruisant l'entreprise qu'il avait construite. Rien de tout cela n'est normal. Je veux aussi le dire. Rien de tout cela n'est normal. Je veux que vous sachiez que si vous vous réveillez aujourd'hui et décidez de quitter votre travail, votre employeur ne devrait pas vous traquer pendant 2 ans. Ça ne devrait pas arriver. Il ne devrait pas vous suivre, vous poursuivre au tribunal pour chaque infraction, essayer de vous ruiner, appeler des gens, contacter des donateurs, tenter de bloquer des relations d'affaires ou s'immiscer dans des partenariats. Rien de tout cela n'est normal, mais j'ai bien peur de croire que c'est effectivement ainsi que le monde fonctionne. Je ne crois pas que ces personnes qui ont des plateformes soient plus intelligentes que vous. Je ne pense pas qu'ils aient un meilleur sens des affaires que vous. Je pense qu'ils sont plus mauvais que vous. C'est ce que je crois. Je pense qu'ils sont prêts à faire des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent tout simplement pas faire parce que nous avons une âme humaine. Nous ne voulons pas faire de mal aux gens. Nous ne voulons pas mentir. Nous ne voulons pas voler. Nous ne voulons pas tricher. Nous ne voulons pas faire de prise de contrôle hostile d'entreprise, n'est-ce pas? Notre estomac réagit. L'idée de se lever et de faire un discours dans un auditorium, dans une salle remplie de gens. Quand quelqu'un meurt, quelqu'un que vous avez essayé d'empêcher d'avoir ce succès, en tant qu'êtres humains, on se dit « Ouh, ça ne me plaît pas, je n'ai pas envie de faire ça, n'est-ce pas? » Genre, jamais je n'aurais l'audace de faire ça. Dieu m'en garde, si jamais il arrivait quelque chose à quelqu'un que je n'aime pas, comme Barry Weiss, jamais je ne pourrais pas imaginer faire semblant et me lever.
Je veux payer pour prendre la parole et parler de Barry Weiss. Je l'aimais tellement. En tant qu'être humain, ça me dérangerait d'être aussi faux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec Ben. Et c'est pour ça que je pense que c'est un type effrayant. Ouais, parce qu'il lui manque cette part-là. Je me suis posé la question, c'est ma question, Ben. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais enfant, bon sang? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais gosse, sérieusement? Et tu sais ce que je pense être la réponse, en fait? Je pense que la réponse, c'est rien. Il ne vous est rien arrivé. Tu as toujours eu la vie facile, tu n'as jamais eu à travailler pour rien, et on t'a toujours dit que le monde entier t'appartenait, parce que tu es juste, tu es né élu, et tu peux prendre tout ce que tu veux. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut être une mauvaise personne. Vous avez des avocats, vous avez de l'argent, vous avez des gens. Ceux qui se comportent comme des gangsters, ceux-là feront disparaître tout ça. Je pense précisément que ce qui vous arrive, c'est rien. Et c'est cela qui a fait de vous cette créature abjecte que nous voyons aujourd'hui. Ça suffit. Laissez-moi tranquille. Nous reviendrons après une pause. Je pense donc qu'il est assez évident qu'il y a actuellement une guerre contre la vérité. Vous le ressentez? Je le ressens. Et la plus grande arme qu'il possède, c'est l'algorithme, qui réécrit l'histoire et redéfinit la morale pour servir un agenda laïque et brisé, qui a complètement effacé Dieu de la conversation. C'est pourquoi j'utilise en fait Magisterium AI, parce qu'il ne s'agit pas d'histoire abstraite. Il s'agit de savoir comment vivre. Je parle des questions les plus difficiles auxquelles vous êtes confrontés, des questions sur la souffrance, le mariage et le sens de la vie. Et contrairement aux autres intelligences artificielles qui existent, Magisterium AI apporte réellement les preuves, c'est-à-dire que chaque réponse est appuyée par des sources originales, avec des citations sur lesquelles vous pouvez cliquer et vérifier par vous-même. Il est construit sur une base de connaissances qui s'enrichit chaque jour grâce à leur travail exclusif de numérisation au sein des universités pontificales de Rome. C'est le moteur de réponse catholique numéro 1 au monde. Et ce n'est pas pour rien, car si vous souhaitez découvrir la profondeur intellectuelle et la paix que j'ai trouvée dans la foi catholique, vous pouvez commencer ici. Alors rendez-vous sur magisterium.com/Candice ou téléchargez l'application gratuitement sur iOS ou Android. Vous pouvez utiliser mon code de réduction Candice pour passer à la version Pro. Et vous bénéficierez de 25% de réduction sur votre première année. Cela revient à 2,99 $ par mois pour la paix et le sens, soit le prix d'une tasse de café. C'est une évidence. Rendez-vous sur magisterium.com/Candice. Je vais aussi vous parler de Nami, car en matière de soins de la peau, Nami Skincare est ce que j'ai choisi pour garder les choses simples. Je pense que beaucoup de gens finissent par être frustrés par les soins de la peau parce qu'on leur dit sans cesse qu'ils ont besoin de toujours plus de produits, plus d'étapes, plus d'explications. Et quand tout semble déjà trop compliqué, les gens arrêtent d'être réguliers. Je ne vois pas les choses comme ça. J'utilise Nimi parce que c'est sain, c'est simple et c'est facile. Très facile à suivre. La simplicité compte vraiment, surtout en janvier, quand les gens essaient de tout remettre à zéro d'un coup. L'hiver est déjà assez difficile pour votre peau. L'air froid, le chauffage sec, tout cela s'accumule. Ce n'est pas le moment d'expérimenter. C'est le moment de prendre soin de ce que vous avez déjà. Nimi Skincare est fabriqué ici, aux États-Unis, et repose sur cette même idée de simplicité intentionnelle. Elle ne suit pas les tendances et n'essaie pas de vous impressionner. Ça fonctionne tout simplement et ça reste authentique. Vous pouvez en savoir plus sur Nimi Skincare. C'est NIMI-skincare.com. Et si vous voulez utiliser mon code pour des réductions supplémentaires, c'est CandiceDix. Encore une fois, NIMI-skincare.com, code promo CandiceDix. Je vais donc prendre le relais de Kanye parce qu'il est peut-être encore en train de faire la sieste. On n'en sait même rien. Il n'a jamais pu vraiment s'exprimer avant que le monde ne fasse une crise et fasse semblant qu'il avait, je ne sais pas, assassiné un tas d'enfants palestiniens. Ce qu'il exprimait réellement, c'est que les gens se comportaient comme s'ils faisaient partie d'une mafia. C'est ce qu'il traversait. C'est ce que je vis moi-même, que des gens s'organisent littéralement comme une mafia pour essayer de détruire ma vie. Et leur but est de te briser émotionnellement, de te faire passer pour fou, comme ils l'ont fait avec Britney, n'est-ce pas? De te faire prendre des médicaments, comme ils le font avec beaucoup de gens à Hollywood. Ils les rendent dépendants aux drogues pour pouvoir les contrôler, pour te piéger dans une situation compromettante. Pour menacer de t'enlever tes enfants. Ce sont leurs tactiques pour pouvoir tout contrôler, ou presque, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas avoir une entreprise émerger sans qu'ils y aient une part, parce qu'ils veulent influencer les masses. C'est la réalité. Et
Et c'est pourquoi je comprends maintenant qu'ils sont obsédés par moi et Tucker. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement être en désaccord avec nous? C'est pourquoi ils s'en prennent maintenant à Megyn Kelly de la même manière, avec la même férocité. Il y a d'ailleurs une histoire amusante à propos de ce tweet Deathcon 3. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais même pas à quelle heure de la nuit il a eu l'inspiration de publier ce tweet. Ce que je peux vous dire, c'est que ce tweet m'a coûté plusieurs millions de dollars, d'accord? Je n'étais pas avec Kanye quand il l'a tweeté. Je n'ai pas retweeté Kanye. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas mis de like quand Kanye a tweeté ça. Mais j'ai bel et bien subi la pression de mes pairs et de mon employeur pour publier une déclaration contre Kanye. Ce n'est pas seulement avec le recul. C'est incroyable parce que c'est comme « Oh, et si tu faisais une déclaration contre Bibi Netanyahou? » Je ne sais pas. C'est un tueur de sang-froid. Il massacre des enfants en masse. Et si vous publiez une putain de déclaration contre Bibi Netanyahou? Mais non, la pression s'est intensifiée et je venais de signer un contrat plus important avec le Daily Wire pour plusieurs années. Et on m'a fait entrer dans une salle de conférence, le monde entier. Kanye West condamné? Le monde entier, enfin j'avais l'impression que c'était le monde entier. Il a perdu son contrat avec Adidas, il a perdu son contrat avec Gap. Ce n'était pas suffisant parce qu'il voulait que ce soit moi qui le fasse, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un aspect, si tu es aussi sadique, ce n'est jamais assez. Que ta femme, tes beaux-parents, tes amis, tes anciens amis, des gens avec qui tu as fait de la musique, des gens que tu as aidés, que le monde entier sorte et te condamne. Ce n'est pas suffisant de te retirer ton argent. Il va aussi falloir qu'une boîte de conserve s'en charge. Et j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit que je n'allais pas sortir publiquement condamner Kanye car je n'étais pas là. Je n'ai rien fait. Je ne pense que ce soit utile. Je pense qu'il traverse assez de choses. C'est mon ami. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, on m'a crié dessus et les voix se sont élevées. C'était comme « Pourquoi tu ne fais pas simplement une déclaration pour nous faciliter la tâche afin de dire quelque chose contre Kanye, cette relation, blablabla, etc. » Et j'ai dit non. Et ils ont dit « D'accord, alors voici ce qu'on va faire. Nous allons changer le contrat. Et au lieu d'être payé X années, tu ne recevras que ça. Es-tu prêt à faire ça? » J'ai dit « Oui, je suis prêt à perdre l'argent. » Prenez l'argent, évidemment, parce que c'est mon ami. Et je n'oublierai jamais les mots que j'ai prononcés lors de cette réunion avec Jérémy. Ennuyeux, parce que c'est tellement vrai aujourd'hui et je me sens tellement bien dans ma peau de savoir que je ne peux pas être acheté. J'ai dit « La plupart du monde me considère comme un ennemi redoutable. » Mais en réalité, je suis un ami très redoutable. Et c'est ainsi que j'aimerais qu'on se souvienne de moi, comme d'un ami redoutable. Et j'ai dit « Un jour, tu pourrais avoir besoin de moi en tant qu'ami redoutable. » Et voilà. Et tu sais quoi? Avançons dans le temps. Et il semble que la personne qui a réellement besoin de moi en tant qu'ami redoutable, c'est Charlie Kirk. Et je suis un ami redoutable et ils savaient que j'étais un ami redoutable et ils sont en train d'apprendre cette leçon. Et on ne peut plus sérieux sur ce sujet. Défendre mes amis, leur honneur, s'ils traversent quelque chose. Si j'ai quelque chose à dire à Kanye, d'accord, ce n'est pas la culture de Judas. Je ne le laisse pas tomber simplement parce que tout le monde le fait et que c'est à la mode. Et on ne peut pas tenter les gens avec des millions pour faire ce genre de choses. C'est méprisable. C'est méprisable. Bref, je trouve particulièrement hilarant que toute cette stratégie semble se moquer de moi parce que j'ai rêvé que Charlie avait été trahi. C'est ça la blague, non? C'est la blague pour les initiés, vraiment. C'est juste un rêve, c'est une ambiance, c'est une vision. C'est hilarant parce que c'est ironique. Cela prouve que ces gens n'avaient littéralement aucune relation significative avec Charlie Kirk lui-même. Charlie était le roi des rêves. C'est fou le nombre de messages que j'ai avec Charlie Kirk à propos de ses rêves. Il croyait à ses rêves. Vous n'avez aucune idée, les rêves vifs. Je ne vous ai montré qu'un seul des messages techniques. Depuis qu'il était enfant, il faisait ses rêves, d'ailleurs. Et l'année dernière, je traversais une période difficile. Je relisais nos échanges de messages. Je vais être honnête avec vous, c'était un peu effrayant. J'ai consulté un prêtre. Je sentais que j'avais besoin de guidance spirituelle parce que je ne sais pas tout. Je ne sais pas comment fonctionne le monde. Comment étais-je censé, tout à coup, devoir affronter non seulement son meurtre, mais aussi le fait de devoir lire autant de messages précis de Charlie. Tellement convaincu qu'il allait mourir jeune, comme il ne cessait de me répéter qu'il allait mourir jeune. Et ce tournant allait être impliqué, comme je vous l'ai montré. Et il y en avait encore plus. Et beaucoup de tout cela me trouble encore. Des messages que j'ai trouvés, dont un qui ne m'avait pas semblé étrange à l'époque. Mais un message que j'ai trouvé, c'était Charlie qui m'écrivait « Ah,
comme « je n'ai pas le droit d'aller nulle part sans sécurité ». Avec le recul, pourquoi? C'était de l'ombre pour la sécurité, là où Dan Flood est sorti, et Brian Harpole aussi. J'ai le message à ce sujet. Charlie n'avait pas le droit d'aller nulle part sans sécurité. Je veux que vous vous souveniez, ce n'était pas à l'époque où Charlie était connu. Je n'étais pas connu non plus. Charlie n'était pas connu, Turning Point non plus. C'était à ses débuts, il n'y avait pas encore eu d'explosion financière, il n'y avait pas du tout ce genre d'argent. Et pourtant, déjà, il n'était pas autorisé à aller nulle part sans sécurité. Je trouve cela étrange. Ensuite, il y avait cet homme plus âgé, un homme juif plus âgé qu'il voyait pour des raisons spirituelles. Et c'était un homme plus âgé qui venait de Chicago. Et Charlie et lui, si ma mémoire est bonne, se sont rencontrés grâce à une sorte d'école spéciale pour surdoués, comme l'école des X-Men, que Charlie devait fréquenter. En quelque sorte, il avait été mis en relation avec Charlie par le biais de cette école. Et Charlie se confiait beaucoup à cet homme en particulier au sujet de ses rêves très vifs, en disant « Je rêve sans cesse que je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir ». Et encore une fois, je ne sais pas comment il a été assigné à cet homme, mais je sais que c'est le cas. Charlie disait aussi « Ce type, c'est comme l'oracle. Il fait aussi des rêves. » Littéralement, Charlie utilise ce mot. Il disait « Lui aussi fait des rêves. » Et je l'ai rencontré, et genre, c'est quelqu'un qui veut te rencontrer. C'est ce que Charlie m'a dit. Je te le promets, je te dis la vérité. Je vais te montrer ça. Bref, le fait est que lorsque Charlie et moi nous sommes retrouvés, avant que tout n'explose, avec le tweet de Kanye, cet homme que Charlie allait voir pour discuter de ses visions intenses qu'il avait à propos de sa mort, cet homme n'a pas dissuadé Charlie. Il n'a pas dit genre « Oh, tu sais, t'as juste besoin de dormir. Oh, t'es juste nerveux. Tu es juste excité. » Ce type a quasiment confirmé à Charlie qu'il allait mourir. Il ne lui a pas dit comment. Il leur a dit genre « Mais ta mort sauvera l'humanité. » C'était en 2018, au début de l'année 2018, d'accord? Donc je ne prenais pas vraiment cette conversation très au sérieux. En fait, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais cet homme, il a aussi manifesté beaucoup d'intérêt pour mon amitié avec Charlie. Et c'était comme dans un film. Charlie lui avait dit qu'il avait l'impression, comme je vous l'ai montré, d'être un voyageur dans le temps. Et il devait revenir et il devait me retrouver pour une raison quelconque. Et puis cet homme lui a expliqué que nous étions tous des prismes de lumière et que certains prismes de lumière étaient faits pour réfracter et d'autres non. Et que Charlie et moi étions en train de réfracter. Bref, je vous raconte ça. J'ai un message texte pour appuyer ce que je dis, mais aussi que la vie de Charlie allait être courte. Je vais vous montrer ce message parce que je lis ces choses. Je ne sais pas quoi en penser, à part lol pour tous ceux qui se moquent de mon rêve, d'accord? Charlie a écrit « Il ne te dira pas ce qu'il a vu. Il ne me l'a pas dit intentionnellement, juste que j'y suis et que c'est mauvais. » Et puis, il dit donc les rêves que j'ai et parfois il m'envoie beaucoup d'obscurité. Il dit que je suis en train d'être façonné pour un moment où je devrais sauver l'humanité. C'est tellement fou pour moi de relire ça et de voir combien de fois nous avons eu cette discussion à propos de Charlie qui me disait qu'il allait mourir jeune et qu'il allait sauver l'humanité. C'est vraiment tellement étrange. Et puis il me disait sans cesse la prochaine étape, comme si je devais le défendre. Il y a tellement de messages comme celui-ci, et encore une fois, la raison pour laquelle je partage ça avec vous, c'est parce que c'est tellement absurde et c'est tellement ironique que des gens se moquent ensuite de moi parce que j'ai dit que j'avais fait un rêve. Et je ressens aussi fortement ce rêve où Charlie a été trahi par les personnes les plus proches de lui. Rien ne pouvait empêcher Charlie de croire qu'il allait mourir et que j'avais été placé là pour lui. Rien de ce que vous pouvez dire, aucune blague que vous pouvez faire, aucune émission à laquelle vous pouvez participer. Non, rien. C'est ça. Rien ne pourra m'éloigner de ce ressenti, de cette certitude. C'est une certitude. Ce n'est même pas un ressenti. C'est comme une prophétie. C'est comme si Charlie avait été trahi. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Et j'espère que je vous donne la permission de croire en quelque chose comme ça. J'ai l'impression que tout ce monde est conçu pour nous empêcher de croire en nous-mêmes. Et je pense que c'est quelque chose que Kanye disait souvent aussi. Ils veulent que tu suives la foule. Tu ne peux pas t'asseoir avec nous. C'est nous les cools, non? Les cools écoutent tous cette personne. Ils portent tous cette couleur. Oh, les cools ne prêtent aucune attention quand ils font un rêve très vif. Et Charlie, dans le rêve, dit qu'il a été trahi. Oh, les cools, ce n'est pas cool. Je n'essaie pas d'être cool. Je veux juste que tout le monde sache que je n'essaie pas d'être cool. J'essaie de découvrir qui a tué Charlie Kirk. Et j'ai bien l'intention d'y parvenir. J'essaie de comprendre quel est le rapport entre cette histoire et Ben Shapiro.
et j'ai bien l'intention d'y parvenir. Qu'est-ce qui rend Ben Shapiro nerveux? Pourquoi est-ce qu'on se moque de moi parce que j'essaye de comprendre ce qui est arrivé à mon ami? Pourquoi ai-je l'impression d'être la seule personne à vraiment m'en soucier? Le monde entier sait qu'on nous ment. À propos de ce qui s'est passé le 10 septembre, et pourtant, tout l'appareil médiatique de la bande essaie de nous convaincre que ce n'est pas le cas. Non, ça ne colle pas, ça ne tient pas la route. Rien de tout cela ne tient la route. Et je sais juste que tout ça, que c'est plus grand que moi. Qu'il s'est passé quelque chose de très sinistre et que d'autres choses graves arriveront si nous ne découvrons pas exactement ce qui s'est passé le 10 septembre. C'est ce que je ressens. Je ressens. Moquez-vous de ça, bien sûr. C'est une ambiance, et je vais suivre cette ambiance. Bref, pour aller plus loin, je vous avais dit au début, c'est intéressant parce que je venais tout juste de commencer à creuser dans ce récit autour de Tyler Boyer hier. Et je vous avais dit qu'il avait rassemblé tout le monde autour de Charlie. C'est juste un fait. C'est vrai, j'y étais. Tyler, c'est le gars. Et c'est un mauvais type, c'est vrai. Donc c'est quand même assez fort que... Ce titre est sorti hier à propos d'un ancien législateur de l'Arizona qui avait remis en question l'intégrité des élections électroniques et qui est maintenant condamné pour avoir utilisé de fausses signatures. Je vous disais justement qu'en même temps, Tyler a la main dans la politique de l'Arizona. Il manipule aussi Charlie et aide à construire Turning Point USA. Et une personne m'a dit officiellement qu'il proposait aussi des pots de vin à des gens du genre « Je t'obtiens un job à Turning Point USA si tu fais ça pour moi ». Je vais dire prétendument, mais j'ai écrit sur cette personne en disant qu'on lui avait proposé un poste par Tyler Boyer. Donc, le monde réel de la politique et ce 501C3, ils étaient connectés. Turning Point USA était connecté et Turning Point Action est l'organisation pour laquelle cet ancien législateur républicain a fini par travailler. L'article poursuit en disant que un ancien législateur républicain qui a remis en question l'intégrité des élections en Arizona et qui a été un leader du groupe conservateur Turning Point Action doit être condamné mardi pour avoir utilisé des pétitions de nomination contenant des signatures falsifiées dans une tentative de se qualifier pour une primaire de 2024. Cette personne, c'est Austin Smith. Il a 30 ans. Il a plaidé coupable à la mi-novembre des chefs d'accusation de tentatives de fraude et de pratiques frauduleuses ainsi que de signatures illégales de pétitions électorales. Il avait reconnu avoir tenté d'utiliser des pétitions comportant des signatures falsifiées qu'il savait être fausses et d'avoir en plus falsifié la signature d'une femme décédée sur une pétition de nomination. Smith a représenté un district de la Chambre de l'Arizona dans la banlieue de Phoenix pendant un mandat avant d'abandonner sa candidature à la réélection en 2024 lorsque des questions ont été soulevées concernant les signatures sur ses pétitions de nomination. Il a démissionné à ce moment-là, donc cela se passait à un tournant de sa vie. Action. La branche électorale de Turning Point USA, qui est devenue une force majeure de la politique républicaine en Arizona. Voilà un article auquel vous devriez prêter attention car il confirme ce que je vous dis, d'accord? Tyler Boyer doit faire l'objet d'un examen et d'une enquête plus approfondie. Et oui, comment osez-vous remettre en question son ami? Eh bien, les personnes qui commettent des crimes sont susceptibles d'en commettre d'autres. Je ne sais pas quoi dire. J'ai de l'expérience, j'ai vu des choses, d'accord? Si vous êtes prêt à commettre une fraude, si vous êtes prêt à utiliser la signature d'une personne décédée pour faire avancer votre carrière, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas contre faire ça partout où vous travaillez. Je ne sais pas. Turning Point Action semble poser problème. L'un des premiers tuyaux que nous avons reçus de quelqu'un à l'intérieur de Turning Point USA, c'est qu'il manquait beaucoup d'argent à Turning Point Action. Je travaille encore à le confirmer. J'ai une autre piste solide. Mais cet argent en particulier manquait à Turning Point Action, et nous savons que Charlie mettait en place ce stratagème. Donc oui, là où il y a de la fumée, il y a souvent du feu, et on a tous le sentiment qu'il s'agit de bien plus que de la fumée. C'est comme si on regardait un château de cartes s'effondrer en temps réel. Et j'ai vraiment le sentiment profond que beaucoup de gens vont être complètement démasqués, révélés au grand jour, et que malgré toutes les attaques que je subis, qu'au final, la lumière du jour sera le meilleur désinfectant, et les gens vont s'en rendre compte. Nous avions raison, tous autant que nous avons raison dans le ressenti que nous avons à propos de cette organisation et que nous n'avons plus besoin de faire semblant. J'imagine que certains d'entre vous ne faisaient pas du tout semblant, mais en tout cas, nous ne devrions pas prétendre que ce que nous voyons est normal. Je pense que Charlie a découvert quelque chose à propos de son organisation très peu de temps avant sa mort. Et je pense que chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de découvrir ce qu'est réellement cette chose. Je suis désolée d'avoir dû consacrer cette émission à cela.
Non pas pour vous révéler davantage de choses que nous avons découvertes sur Turning Point USA, mais parce que je voulais répondre pleinement à Ben Shapiro, car je pense que cela aussi fait partie de l'histoire. Comme je l'ai dit, il me met mal à l'aise et personne ne devrait avoir à vivre ce que j'ai vécu ces 2 dernières années. Je ne voulais pas faire partie d'un gang quand j'étais plus jeune. Je ne voulais pas non plus faire partie d'un gang en grandissant. Et je n'aime pas les tactiques de gang, et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Ce sont des tactiques de gang. Le fait que j'ai été, en quelque sorte, bâillonné, empêché de rejoindre ou de concurrencer sur le marché libre de manière équitable. Ce n'était certainement pas des marchés libres du tout. On m'a restreint sur les endroits où je pouvais m'exprimer, interdit d'Australie, notre chaîne YouTube a été démonétisée, des gens ont contacté nos sponsors. J'ai dû en gros entrer dans ce combat aveugle, muet et les mains attachées dans le dos. Et je suis quand même en train de gagner. Je gagne. Je me suis engagé à la vérité, pas à l'argent. Je ne me suis jamais soucié de l'argent. Je l'ai toujours dit, l'argent ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que j'ai refusé des millions pour dire quelque chose à propos de Kanye West. Ce qui m'importe, c'est la vérité et faire ce qui est juste. Et oui, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Nous allons faire une courte pause avant que je réponde à certaines de vos questions. Si le solde de votre carte de crédit vous fait paniquer après toutes les dépenses des fêtes, j'ai quelque chose qui peut vous faire économiser de l'argent dès maintenant. Vous pouvez réduire de moitié votre facture de téléphone portable en passant au forfait Sabre de Pure Talks. Pour seulement 20 $ par mois, vous bénéficiez d'appels et de textos illimités, ainsi que de 3 gigaoctets de données haut débit sur le réseau 5G ultra rapide de Pure Talk. Et comme il s'agit d'une entreprise dirigée par des vétérans qui tient à soutenir ceux qui servent, si vous êtes militaire en activité, ancien militaire ou premier intervenant, vous économiserez 20% supplémentaires chaque mois. La façon la plus simple de libérer de la trésorerie est de réduire vos factures mensuelles récurrentes. Vous pouvez commencer par éliminer les forfaits mobiles hors de prix et passer à ma compagnie de téléphonie mobile à la place. Rendez-vous sur puretalk.com/Owens et faites le changement aujourd'hui en 10 minutes à peine. Encore une fois, appel, texto et données pour seulement 20 $ par mois. C'est puretalk.com/Owens et vous économiserez 50% supplémentaires sur votre premier mois. Je veux aussi vous parler d'American Financing, parce qu'entre les courses, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir dépassé, surtout si vous comptez déjà sur vos cartes de crédit, rien que pour couvrir les besoins essentiels. Si cette dette s'accumule, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes propriétaire, vous avez envisagé de contacter American Financing, vous avez hésité. Vous ne voulez pas renoncer à votre faible taux hypothécaire. Eh bien, c'est pour cela qu'American Financing a créé le Smart Equity Loan, une solution simple et intelligente pour remettre vos finances sur les rails sans renoncer à votre faible taux hypothécaire. Contrairement à un HELOC qui peut fluctuer avec le marché, le Smart Equity Loan propose un taux fixe, ce qui vous permet d'avoir un paiement mensuel prévisible. Il vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux d'intérêt élevé, libérer votre trésorerie tout en conservant votre prêt hypothécaire actuel. Il n'y a pas de frais initiaux pour savoir si vous êtes admissible, alors appelez le 800-800-780-15-12-10. Encore une fois, composez le 807-580-15-12-10 ou visitez americanfinancing.net/Owens. Encore une fois, il s'agit d'americanfinancing.net, alias Owens. Je reçois beaucoup de commentaires. Les gens me demandent les réseaux sociaux de Maggie. Et je vais vous donner le lien vers sa page Instagram. C'est Mags Wegner, M-A-G-G-S. Wegener s'écrit V-E-G-N-E-R. Et j'aimerais que tous ceux qui regardent ceci aillent s'abonner à son compte. Je pense que la bonté doit l'emporter. La bonté doit l'emporter. Et je n'aurais jamais connu cette personne. Je n'avais aucune idée qu'elle avait simplement fait ce qu'il fallait et dit « Hé, je ne me sens pas à l'aise de faire ça. » Et ce que je lui ai dit, c'est « Tu seras récompensé pour cela. » La décision la plus difficile à prendre sur le moment est généralement celle pour laquelle on est récompensé à la fin. C'est un peu l'histoire de ma vie. C'est certain. Prendre la bonne décision de ne pas attaquer mes amis, prendre la bonne décision de dire « ce qu'Israël fait aux Palestiniens est mal ». Et on peut être mutilé, on peut être caricaturé, on peut rater un emploi, on peut être banni d'Australie, mais je pense que Dieu veille sur toi à la fin. Et je suis content qu'elle ait suivi son cœur chrétien à ce moment-là, mec. Écoute, Mags, Wegener, je vais te dire une chose. J'adorerais être la personne qu'on appelle si tu postules pour le prochain emploi. Et j'ai une lettre de recommandation, une vidéo de recommandation. Je veux juste que le christianisme l'emporte. Je veux vraiment que la bonté et la vérité triomphent.
Je voulais aussi vous informer que nous avons de nouveaux produits sur le site. Vraiment de super nouveaux produits, des articles pour la nouvelle année. Vous pouvez évidemment visiter candiceowens.com. Nous vendons également maintenant la version papier, un exemplaire papier de notre lot dédicacé. Vous pouvez donc obtenir mes 2 livres en même temps. Disponibles dans la boutique, Make Him a Sandwich et Blackout, tous 2 signés à la main par moi. Très bien. Passons au meilleur commentaire du dernier épisode. Celui-ci vient de notre chaîne française. Nous avons maintenant une chaîne française. Elle explose, ce qui est hilarant parce que je ne sais pas prononcer un mot de français. Je vous jure, j'étais en AP français. Vous ne me croyez pas parce que mon français est aussi horrible, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas sur la chaîne française. Cette personne écrit beaucoup de... Il se passe énormément de choses complètement folles en France. Avez-vous entendu parler de l'abattage du bétail et des troupeaux, appelé dépeuplement bovin ici, censé éliminer la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie qui touche actuellement les bovins mais qui n'est pas dangereuse pour l'homme? Toute cette folie me fait fortement penser à des sacrifices. Oui, nous avons enquêté là-dessus après que vous ayez envoyé cette note. Des choses similaires se passent ici, la façon dont ils essaient, ils veulent toutes les terres agricoles. Ils ne veulent pas que nous puissions nourrir nos familles. Et c'est pour ça que les agriculteurs, les éleveurs, ils se battent contre le gouvernement en ce moment. Ils essaient de les étouffer. Et il y avait aussi une histoire, et c'est il y a des années, sur le fait qu'ils avaient empoisonné la nourriture pour poules, ce que je crois tout à fait, et toutes ces poules ne pondaient plus. C'était il y a quelques années. J'en ai d'ailleurs parlé quand j'étais au Daily Wire, et quand on a regardé, c'était genre Purdue, non? Je pense à Purdue, le poulet. Je ne sais pas. Bref, le fait est que c'était Big Pharma qui contrôle même ce que mangent les poules. Et c'est pour ça que je n'arrête pas de dire qu'on doit faire l'inverse. On doit être ultra bio parce qu'on a l'impression qu'ils accélèrent, qu'ils nous introduisent dans ce futur dystopique. C'est comme ça que ça se ressent, partout. Comme Brigitte, Macron poursuit en justice des gens parce qu'ils connaissent la vérité sur des crimes qu'elle a commis quand elle était un homme. C'est dystopique. C'est un cauchemar dystopique. Tu vas en prison pour savoir. Bref, prochain commentaire le plus liké de l'épisode d'hier sur notre chaîne English This. Dit « Pourquoi ça finit toujours par du trafic sexuel d'enfants à chaque fois? Seigneur, fais-les tomber. » Oui. Seigneur, fais-les tomber, c'est juste. Cette histoire contient beaucoup trop de trafic sexuel d'enfants. L'histoire de Charlie Kirk, moi en train de me renseigner sur différentes personnes, ça revient sans arrêt. Je veux dire, tout le monde est impliqué avec la chaise. C'est bizarre. Ça n'a aucun sens. Et ça ne me rassure pas du tout. Et bien sûr, on en aura plus. À ce sujet pour vous, parce qu'on gratte chaque récit. Et je veux dire que nous avons accompli beaucoup de choses rien que ces 3 derniers mois où Charlie a été absent, alors qu'ils se sont moqués de nous, nous ont caricaturés, salis, mutilés. Nous, et je vous inclus là-dedans parce que c'est bien nous, ce sont les infos, les tuyaux. Ça a été nous tous, partout dans le monde, qui nous sommes rassemblés. Une personne détient un tout petit bout de l'histoire. J'étais là. J'ai vu ça. Voici une chaîne de messages textes. Ici, je suis une maman détective et j'ai accès à ceci. Oh, je travaille pour ce service et je peux voir ça. Nous sommes tous en train de décentraliser l'information. Et le fait que je sois simplement prête à partager ce que vous me transmettez, c'est ce qui permet de résoudre le mystère de ce qui est arrivé à Charlie Kirk le 10 septembre. Nous ne savons pas maintenant, mais nous savons. Et bientôt, nous allons savoir maintenant. On se retrouve demain, les amis.